des principaux investisseurs mondiaux spécialisés dans les télécoms et l'IA et il a choisi la France. Président de SoftBank, le japonais Masayoshi Son a officialisé ce matin à l'Elysée un énorme projet de data center dans le nord de la France, un investissement record. L'annonce faite par SoftBank aujourd'hui est donc massive. Ce sont 45 milliards d'euros d'investissement en France confirmés. La preuve concrète de l'attractivité de la France pour la 7e année consécutive, première destination des investissements étrangers en Europe. Satisfaction d'Emmanuel Macron, qui présidait aujourd'hui son dernier sommet Choose France. Créé en janvier 2018, peu après son arrivée à l'Elysée, ce rendez-vous est devenu le symbole de la politique pro-business du chef de l'État. Je pense que sous le leadership Macron, la France peut être un modèle pour le monde. Depuis le premier sommet, plus de 230 projets ont été annoncés. Vive Microsoft, vive la République et vive la France. Cette année encore, dans le cadre somptueux du château de Versailles, les annonces d'investissements étrangers se sont enchaînées. Mais derrière le faste de Choose France, des voix s'élèvent pour dénoncer une réindustrialisation en trompe-l'œil, à commencer par la numéro 1 de la CFDT. On a une véritable problématique de maintien de l'industrie en France. Les investissements qui sont annoncés, c'est une bonne nouvelle. Mais le bilan de la CFDT, il n'est pas aussi réjouissant. Vous avez l'entreprise comme Michelin qui a annoncé 1500 suppressions d'emplois. Alors, fragilité ou attractivité? Pourquoi la France peine-t-elle à se réindustrialiser? Comment expliquer qu'elle séduise davantage les investisseurs étrangers que les entrepreneurs français? Nos trois invités, Olivier Luancy, bonsoir, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, ancien conseiller industrie à l'Élysée. Quelles années déjà ? 2012-2014. Voilà. Et votre livre, votre essai « Réindustrialiser, le défi d'une génération » est paru aux éditions Les Déviations. Selon vous, ces chiffres d'investissement records annoncés par Emmanuel Macron, c'est du trompe-l'œil. Et vous ajoutez « Choose France masque l'immobilisme de la politique industrielle française depuis que vous ne conseillez plus, entre autres ». À côté de vous, Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge. Selon vous, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis des investisseurs étrangers est une réussite. On n'a jamais eu, ajoutez-vous, un président qui est allé autant chercher les investisseurs. Et à côté de vous, Anne-Sophie Elsif, bonsoir, chef économiste chez BDO France, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Vous êtes par ailleurs professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous estimez qu'un programme Choose Europe serait une excellente idée vu le déficit d'investissement sur notre continent et face, ajoutez-vous, à la Chine qui investit dans l'économie verte et aux États-Unis qui investit massivement dans l'intelligence artificielle. On en parlera évidemment au cours du débat, mais d'abord, on démarre avec le record du jour. 93 milliards d'euros d'investissements étrangers donc annoncés à ce nouveau sommet de Choose France, un record selon l'Élysée, toutes éditions confondues, avec à la clé, toujours d'après une estimation officielle, 15 000 emplois. Ce record intègre les 45 milliards d'euros promis ce week-end d'ici à 2031 par le géant japonais technologie SoftBank. Thierry Fabre, définitivement la France a plus que jamais la cote aujourd'hui. Alors oui, ça se confirme, c'est une bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup de bonnes nouvelles, donc il faut les célébrer. Et alors vous savez, c'est un rituel ce Choose France avec chaque année des annonces importantes d'investissement. Et on était ces dernières années assez sceptiques à Challenge sur ces annonces parce que souvent on affiche et puis les investissements n'arrivent pas. Donc on est allé vérifier notamment auprès de la Banque de France qui mesure les vrais flux, les vrais investissements, les vrais euros. Et alors, il s'est vraiment passé quelque chose depuis l'arrivée de Macron. C'est-à-dire que clairement, il y a une rupture. Il y a plus d'investissements en France que dans les autres pays européens. On se porte donc plutôt bien grâce à ça. Donc ce sont des vrais milliards d'investissements qui arrivent chez nous. Simplement, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas avec des investissements étrangers qu'on réindustrialise la France. C'est juste, il faut localiser la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je pense qu'il faut la célébrer, mais ne pas en attendre monts et merveilles. Ce ne sont que des investissements étrangers, et les investissements étrangers, c'est 15% de l'investissement français. Il faut bien le rappeler, en effet, Olivier Luancy. En même temps, tout ça est fragile, puisque c'est 17% de projets en moins sur un an. Oui, notamment. Alors, si on commence à compter en projets, dans ces cas-là, on a un indicateur qui est fantastique en France. On est le premier d'Europe, c'est super. Puis après, on regarde le nombre de gens employés par projet. Et là, on est le dernier en Europe. Donc, il faut effectivement se tourner plutôt vers les vrais flux. Combien d'emplois, combien de millions d'euros investis.
Et alors là, on a un graphique en nombre de projets. Et si on regarde par exemple la partie industrielle, dans ces cas-là, on est à peu près sur un rythme stable qui nous positionne en 2e ou 3e attracteur d'investissement en emploi ou en millions d'euros en Europe, ce qui est la position normale de la France. Ce qui fait vraiment rêver aujourd'hui, ce qui fait qu'on est là autour de cette table ce soir, c'est qu'il y a quelque chose de fantastique qui se passe autour des data centers. Et il faut isoler la partie industrielle, réindustrialisation, qui a beaucoup été mise en avant un peu trop à mon goût pendant les années précédentes, les éditions précédentes, et puis la partie data center qui depuis 2 ans gonfle les chiffres énormément, encore une fois, avec une analyse à faire derrière. On va revenir à ça, mais pour finir ce panorama, quels sont les secteurs dans lesquels il y a des investissements à part les data centers? Intelligence artificielle, défense, l'agroalimentaire, la pharmacie, la santé, l'aéronautique. Donc on a quand même des secteurs où on est encore très bon. Pourquoi? Les investisseurs le disent, qualité de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures et surtout une énergie décarbonée. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. On parle tout le temps de la crise au Moyen-Orient, de la dépendance au pétrole. Aujourd'hui, la France est très bien placée dans cette énergie décarbonée. Donc c'est vraiment de l'or vert que nous avons. Et on voit aujourd'hui qu'on a un indicateur robuste qui mesure l'attractivité que ça représente. Alors vous avez commencé à parler de nos atouts. Pourquoi choisir la France? Écoutez le directeur des opérations de Vorwerk, fabricant allemand du robot de cuisine Thermomix, qui a choisi l'Eure-et-Loir pour s'y installer et s'y développer. We were looking for a location that could combine industrial expertise, speed, reliability, and a supportive investment environment. We found exactly these conditions in France. What impressed us was not primarily labor cost. What mattered was the ability to move quickly from investment decisions to industrial reality. Thierry Fabre, ici, on est quand même des adeptes, nous, Français, de l'autodénigrement. On devrait davantage écouter nos voisins européens, non? Qui nous disent tout le contraire. Non, mais ça fait plaisir, ça montre qu'on a des atouts et qui ont été, ces atouts, mis en valeur par Emmanuel Macron. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a mouillé la chemise. Il en a fait cette opération, certes, de communication politique. On est d'accord, Versailles, le tapis rouge, etc. Mais il est allé chercher les patrons personnellement. Et notamment, le patron de SoftBank a déclaré que s'il a choisi la France pour ses dizaines de milliards d'investissements, c'est notamment grâce à Emmanuel Macron. Bon, et il y a beaucoup de grands patrons étrangers, les patrons américains, qui insistent là-dessus. Donc, il y a des atouts français qui étaient pas très connus, pas très mis en valeur. Alors, l'art d'Emmanuel Macron, ça a été de les mettre en valeur et d'aller les chercher. Alors, certes, mais Anne-Sophie Altifon, on pensait que notre main-d'œuvre était quand même un frein. Et là, on nous dit tout le contraire. On a une main-d'œuvre qui reste chère, non, en termes de charges notamment. Regardez en effet les statistiques au niveau européen. Quand vous regardez le coût du travail, notamment dans le secteur manufacturier, on est quasiment au même niveau de l'Allemagne. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le coût de la main-d'œuvre. Le grand problème, c'est la question de la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'en effet, on a dans beaucoup de secteurs, on est positionné sur un niveau de gamme ou moyen, donc on se retrouve en compétition avec une concurrence internationale asiatique à un niveau de gamme très élevé, et donc c'est là où on perd de la compétitivité. Donc il ne faut pas regarder juste le coût de la main-d'œuvre, mais vraiment regarder en entier où est créée la valeur ajoutée et comment la France se positionne sur les chaînes de valeur, notamment en termes d'innovation. Et c'est ça la question. Olivier Luancy, vous qui êtes professeur au CNAM, et l'éducation aussi est pointée comme étant un élément positif, nous qui disons aussi que finalement notre système devrait être complètement revu. On a un vivier d'ingénieurs, de gens qui sont très performants. Oui, tout à fait. Ça, c'est un premier point. On a un vivier d'ingénieurs de bonne qualité qui a été reconnu. Aujourd'hui, il est quand même mis au défi des ingénieurs, notamment du Maghreb, d'Inde ou de Chine. Et puis, on a eu des vraies compétences de techniciens qui se sont un peu perdus dans nos territoires. Encore une fois, vous ne faites pas tourner une usine qu'avec des ingénieurs. Il faut aussi des responsables de ligne, des responsables de maintenance. Et là-dessus, on a un effort à faire sur la formation. Je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit. Oui, on est capable d'aller vite. Par exemple, ça a été dit par le directeur général de cet investisseur en France. On a été vite, on a été capable de se mobiliser autour des investissements étrangers grâce à la mobilisation de l'État, grâce à la mobilisation du président de la République. Il y a beaucoup d'industriels français, c'est 85% restant de l'investissement, qui ont dit un peu « et nous, et nous, et nous ». C'est-à-dire que pendant ces années
de Choose France. On a beaucoup aidé l'investissement étranger, avec des résultats, on peut les commenter, mais en termes de simplification de la vie des industriels français qui réinvestissent en France, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc, il y a encore toute cette question de rééquilibrage. On a eu des politiques, beaucoup sur l'innovation de rupture, beaucoup sur l'investissement étranger, et le reste de l'économie. Et oui, et d'ailleurs, Thierry Faure, les investisseurs français, ils préfèrent, eux, investir à l'étranger plutôt qu'en France. Alors, les deux, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'investissements à l'étranger. C'est pas, notamment, c'est pas absolument une mauvaise chose d'investir à l'étranger parce que ça permet de conquérir de nouveaux marchés. Oui, mais donc, par exemple, il y a 500 000 entreprises qui cherchent des repreneurs dans les 10 prochaines années. Bon, elles ne trouvent pas repreneurs, quoi, non, mais ça, ici, sur le territoire. C'est sans doute un problème. Mais ça me permet de dire un point, je pense, assez fondamental, c'est qu'on est en train... On peut se féliciter de l'annonce du jour, mais il ne faut pas masquer l'essentiel. C'est-à-dire que la bataille pour réindustrialiser la France, Emmanuel Macron avait déclaré en 2024 que c'est la mère des batailles. Et le problème, c'est qu'il est en train de la perdre, globalement. C'est-à-dire quand on voit, il avait stoppé l'hémorragie industrielle depuis son arrivée, en termes d'emplois. Après les 2 millions d'emplois perdus, il en créait quelques dizaines de milliers. L'année dernière, 25 000 suppressions. Et on voit que la part de l'industrie dans le PIB a chuté en dessous de 10%. Donc on est très loin de l'Allemagne, de la Suisse, et donc on est en train visiblement, globalement, de perdre la bataille, même s'il y a des bonnes nouvelles. Et alors on va évoquer justement avec vous trois le fait que l'industrie française, Anna, supprime des emplois. Oui, l'entreprise Michelin, qui emploie 17 000 personnes en France, vient d'annoncer un nouveau plan de départ volontaire qui concernerait 1500 postes. Argument avancé par la direction, un coût du travail et de l'énergie élevé, plus une pression fiscale parmi les plus fortes des pays industrialisés. Et cette annonce, elle intervient dans un contexte plus général, vous l'avez dit, de désindustrialisation. En 2025, la France a fermé plus d'usines qu'elle n'en a ouvertes. Précisément, 57 usines ont fermé dans le pays et 13 100 emplois ont été détruits dans le secteur de l'industrie par rapport à l'année précédente. La réalité, c'est que créer des emplois, ça coûte cher. Selon les Échos, durant la dernière décennie, pour créer un emploi, il fallait compter entre 100 000 et 200 000 euros d'investissement. Aujourd'hui, ce montant atteint les 600 000 euros. Il faut donc avoir les reins très solide et ça semble être le cas d'Amazon. Le géant américain de l'e-commerce a annoncé le mois dernier un investissement de 15 milliards d'euros sur 3 ans en France. Amazon a aussi promis de créer 7000 emplois en CDI, en Eure-et-Loire, dans le Rhône, l'Oise et le Haut-Rhin. Et puis ce matin, la direction a annoncé, dans le cadre de ce sommet Choose France, la création de 3 nouveaux sites logistiques avec 1000 nouveaux postes à créer en France. Je rappelle qu'Amazon est présente en France depuis 25 ans et qu'aujourd'hui, elle emploie 25 000 salariés en CDI. Anne-Sophie Elsif, est-ce que ça aurait du sens de pousser, par exemple, les investisseurs étrangers à investir davantage en faveur de la réindustrialisation dans notre pays ? Alors oui, tout à fait, mais je pense que c'est aussi avec les problématiques de souveraineté qui se posent maintenant depuis les dernières années, eh bien un petit peu le pari que fait la France, mais pas seulement la France, également l'Europe. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit de nouvelles manières d'investir. Par exemple, prenons l'exemple du fonds norvégien souverain qui, aujourd'hui, certes, investissait massivement aux États-Unis, mais a réinvesti massivement en Europe. Regardez nos amis québécois qui disent « je veux réinvestir massivement en Europe ». Donc là, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'avec cette question de la souveraineté économique, vous avez des secteurs, aujourd'hui, on l'a dit, l'énergie décarbonée, le secteur de la défense, où l'Europe est encore bien placée, même si, bien sûr, il y a de la compétition, et on a vraiment une carte à jouer. Encore une fois, si on a une vision de long terme, si on s'y tient, et si on a aussi une vision au niveau de l'Europe. Mais Olivier Nuancy, vous qui avez essayé dans des fonctions autres et ministérielles auprès d'un ministre qui a tenté de faire ce redressement, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas là à essayer de sauver quelque chose qui ne peut plus être sauvé, c'est-à-dire une vieille industrie, et du coup on se détourne peut-être de projets qui auraient plus d'avenir et on a perdu du temps ? Alors, on n'a pas une vision très équilibrée des choses, je reviens. Par exemple, vous avez cité le chiffre, combien coûtait la création d'un emploi ? 600 000 euros aujourd'hui. 600 000 euros. C'est caractéristique d'un mix de projets qui vise que les gros projets. Quand vous créez un gros projet, vous devez investir 10 millions d'euros, en général, pour créer un emploi. Pour 1 million d'euros, vous en créez 10 dans des petits projets. En fait, on a beaucoup investi. Donnez-nous un exemple. Un projet d'une PME. D'accord. D'une PME dans un territoire qui investit 1 ou 2 millions d'euros. Elle crée 10 emplois par million d'euros investis. Si on mise que sur les gros projets,
Alors, ils sont importants pour la création de valeur ajoutée, pour l'innovation technologique, mais on ne crée pas beaucoup d'emplois et on a une dérive un petit peu qui est celle que Mais est-ce vous qu'il faut avez à tout présentée. craint, par exemple, sauver Duralex, Thierry Fabre, puisque c'est cette entreprise tellement symbolique des verres qu'on a tous eus à la cantine? Est-ce qu'il faut la sauver ou est-ce qu'il faut dire à un moment donné, ça fait partie du passé industriel de la France? Alors, il y a notre prix Nobel, Philippe Aghion, qui a eu le Nobel grâce à sa théorie sur la destruction créatrice. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que dans une économie, on détruit et on crée. Donc, c'est vrai que c'est dur à accepter. Oui, surtout pour les salariés de Duralex. Comment ? Surtout pour les salariés de Duralex. Absolument, donc c'est dur. Il faut Et tout faire pour sauver ces entreprises qui risquent de fermer, essayer de les soutenir. Mais l'avenir, évidemment, ce seront les nouvelles entreprises, l'innovation. Et c'est là le problème ce qui m'inquiète, c'est que la France et l'Europe, en matière d'innovation, on est en train d'être largués. C'est-à-dire quand on voit par rapport aux États-Unis et à la Chine ce qui est en train de se passer, l'innovation de rupture, et notamment donc, qui intéresse l'industrie, quand on voit les chiffres, on se fait peur. Et donc, pour les industries d'avenir, c'est extrêmement emmanché. Pour finir, il y en a un plan pourtant en France, il y a France 2030, on a dépensé une 40aine de milliards. Il y a un rapport qui vient de sortir qui est très critique sur notre façon de faire. Mais parce qu'on saupoudre des aides. Parce qu'on s'est accroché au passé aussi, Anne-Sophie Alsif, ou pas? Là, je pense qu'il faut vraiment nuancer cela. L'Allemagne, c'est une puissance industrielle, 20% de leur PIB. L'Italie aussi. L'Allemagne fait autant des brosses à dents que des machines-outils. Donc, le fait de dire, quand vous voulez créer de la valeur ajoutée, parce que derrière, pourquoi on veut avoir plus de bases industrielles? C'est pour avoir plus de richesses, pour pouvoir se désendetter. Et quand vous créez de la richesse, vous pouvez financer vos dépenses publiques, vous pouvez financer tout un certain nombre de choses, l'investissement dans l'éducation, la santé. Donc, c'est ça, en fait, le vrai sujet. Et donc, de penser que vous allez, en effet, saupoudrer ou sélectionner quelle ou quelle industrie, si vous voulez redevenir une puissance industrielle, il faut vraiment recréer tout un tissu productif dans plein d'activités différentes avec des niveaux de gamme différents. Sur les biens de consommation exactement de l'Italie et de l'Allemagne. Non, vous vouliez juste rajouter quelque chose sur les PME? Sur pourquoi est-ce qu'on a besoin d'industrie? Alors, parce que ça crée des emplois, parce que ça crée de la richesse, ça le crée dans des territoires. L'avantage d'une usine, c'est qu'elle n'est pas que au centre-ville. Au centre-ville, vous avez des services à haute valeur ajoutée. Là, vous pouvez faire vivre des territoires. C'est le cas des data centers qui seront aussi en France partout. Oui, mais des data centers, ça crée presque pas d'emplois. La data center, ça crée 0,05 emplois par million d'euros investis. Même une forme de ruissellement, pour rendre ce mot, il y aura pas, c'est pas un effet de levier parce pour que les PME startups, elles s'installeront pas dans le territoire immédiat à côté du data center. Regardez la localisation des data centers qui nous sont proposés. Il n'y a pas beaucoup de startups qui sont juste à côté. Il y en a quelques-unes sans doute, mais elles se créeront à Paris, à Lille et dans des grandes métropoles. Ce qui est important aussi, pourquoi on a besoin d'industrie, il y a naturellement la partie économique, et puis on est rentré dans un nouveau monde. On est rentré dans le monde du retour des empires, de la souveraineté, et si on n'a pas un outil productif, par exemple pour fabriquer des médicaments, on l'a vu pendant le Covid, comment on va faire face à la prochaine crise sanitaire qu'on rencontrera? Même chose pour les puces électroniques. Si demain il y a un conflit sur Taïwan, qu'est-ce qu'on fait avec nos puces électroniques? Donc oui, il y a la création de richesses, mais il y a d'autres valeurs qu'une société, qu'une nation doit avoir, qui sont derrière l'industrie. Et ça continue à répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une industrie? Et pas que de l'industrie high-tech. Un jour, on aura peut-être un problème sur l'approvisionnement de soja, où on est totalement dépendant du Brésil. Peut-être faudra-t-il un jour refaire du soja en France. Et ça, c'est pas du high-tech, mais pour la souveraineté, il se peut qu'on en ait besoin. Souveraineté alimentaire. On vous propose une archive. On va revenir sur un projet qui avait été emblématique d'une précédente édition de Choose France. Il s'annonçait mirifique. Regardez, mai 2024. Des panneaux solaires à perte de vue pour la future première usine de production de cellules photovoltaïques en France. Ce sera même l'unique site en Europe à intégrer toutes les étapes de production des panneaux. Ce projet sera implanté à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Un investissement à plus d'1,5 milliard d'euros qui mobilisera des fonds européens. Des panneaux solaires, mais aussi des projets dans l'intelligence artificielle, l'aéronautique ou la chimie. La France a de bons atouts pour attirer les investisseurs étrangers. Nos infrastructures routières, mais aussi la fibre, les chemins de fer, etc. Donc on a un pays qui est maillé d'infrastructures de qualité. C'est important pour les entreprises, notamment dans l'industrie. Alors il faut préciser, cette usine n'a jamais vu le jour à cause de la concurrence chinoise, selon ses dirigeants, et un manque de préférence européenne dans les commandes. Thierry Fabre, là aussi, c'est l'Europe qui est au cœur de tout. Tout à l'heure, on parlait d'un Choose France. Il faut voir plus grand.
À la limite, un Choose France est insuffisant. Et je pense que la responsabilité de l'Europe dans la désindustrialisation est énorme. Pourquoi ? Parce que cet exemple montre la naïveté de l'Europe pendant des décennies sur la concurrence chinoise. On s'est rendu compte qu'il y avait un dumping extraordinaire en Chine. Oui. On a fini par mettre des droits de douane sur les panneaux solaires, mais c'était beaucoup trop tard. Et oui, parce qu'on est dans une économie ouverte, on n'était pas protectionniste non plus. Oui, mais l'Europe a joué la carte de l'économie ouverte, mais n'a pas vu que les autres ne la jouaient pas. Et donc, on a ouvert nos frontières avec une politique de concurrence, mais pas de politique industrielle en favorisant des grands groupes qui pourraient résister aux Chinois ou aux Américains. Choose Europe, ça vous semble être une utopie ? Alors rappelons déjà que l'Europe est toujours une puissance industrielle, donc mais oui, il faut continuer à attirer des investissements en Europe, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'Europe est responsable de la désindustrialisation de la France ? Je rappelle juste que l'Italie fait 100 milliards d'euros de solde commercial en biens, que l'Allemagne en fait 200, donc il ne faut pas que critiquer l'Europe, il faut aussi balayer devant notre porte auparavant. Et puis un dernier point sur lequel je vous suivrai, il faut choisir nos combats. Monsieur Draghi, dans son rapport, disait que sur les panneaux solaires, peut-être que la bataille était perdue et donc il faut choisir nos combats. Pas que sur la haute technologie, je l'ai souligné, on peut aussi avoir besoin de biens de base avec un socle industriel. Mais oui, il faudra choisir nos combats. Celui-ci, je ne sais pas. Et pour finir, surtout avoir une vision de très long terme. On n'a pas les effets de la réindustrialisation en 2-3 ans. On parle à chaque fois de 10-15 ans. Donc il faut avoir une vision de long terme, viser des secteurs stratégiques, s'y tenir et ne pas avoir des changements. C'est le pire que les entreprises. Par exemple. Oui, mais le problème du Green Deal, c'était très très bien. On a créé une incitation qui était extraordinaire, sauf qu'on n'avait pas l'offre européenne. Pour y répondre. Ouais. Donc c'est ça l'idée, c'est de toujours mettre en adéquation l'objectif et l'offre. C'est exactement ce que fait la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est un leader dans la tech. Ils font énormément de réglementations qui vont dans le sens de l'IA et de la tech. Ils ont toutes les entreprises de la tech. Donc c'est une volonté politique, c'est pas que les normes européennes, Thierry Fabre, qui sont censées aussi nous protéger comme consommateurs et qui n'ont pas empêché les succès de nos voisins européens. Ça bouge, heureusement, mais tardivement. C'est-à-dire que beaucoup prennent conscience du retard industriel de l'Europe et de la protection nécessaire par rapport à d'autres prédateurs. Là, il y a une prise de conscience. Mais on y arrive tard. Et donc on a perdu beaucoup de temps. Effectivement, peut-être, comme on a perdu du temps, peut-être ne nous concentrons plus sur des secteurs comme les panneaux solaires, mais sur le futur, donc la prochaine révolution industrielle, l'IA, et faire attention qu'on ait vraiment les champions en Europe cette fois-ci. Sur la souveraineté. Écoutez, vous êtes 3, vous organisez le Choose France-Europe l'année prochaine, le 10e. Ça me semble très bien, une troïka à l'organisation. Merci à tous les 3 d'être venus débattre.